Plusieurs investigateurs identifient Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, comme l'un des cerveaux de l'attentat de Dallas. Il est certain en effet que les conspirateurs n'ont pu agir qu'avec l'assurance préalable que Johnson, propulsé à la tête de l'État dès l'annonce de la mort de Kennedy, les couvrirait. Le climat de crise nationale créé par l'événement permit à Johnson d'intimider la justice et la presse. Il est non moins certain que Johnson participa activement à l'élaboration du complot. Ancien sénateur du Texas, il a pu mobiliser des complicités haut placées dans son fief de Dallas pour faciliter le guet-apens. Johnson exerçait aussi un contrôle étroit sur la Navy, à la tête de laquelle il avait réussi à faire nommer successivement 2 de ses partenaires d'affaires texans, John Connally puis Fred Korth. Or, c'est à l'hôpital de la Navy à Washington que fut réalisée l'autopsie falsifiée du président Kennedy, après que son corps fut littéralement arraché des mains des médecins légistes de l'hôpital Parkland à Dallas. C'est le rapport de la Navy qui établira que la balle mortelle est entrée par l'arrière du crâne. Contrairement à une rumeur tenace mais infondée, c'est aussi à la Navy et non à la CIA qu'avait été recruté Lee Harvey Oswald, le pion programmé pour servir de bouc émissaire et disparaître. Oswald était en effet un marine et avait travaillé au Japon pour l'Office of Naval Intelligence, ONI, la branche espionnage de la Navy. Johnson avait profité de son influence à la Navy pour participer à la plus gigantesque affaire de corruption au sein du complexe militaro-industriel. Son complice texan, Fred Korth, fut forcé de démissionner de son poste de secrétaire à la Navy en novembre 1963, après que le département de la justice, dirigé par Robert Kennedy, l'eut mis en cause dans l'attribution frauduleuse à l'entreprise texane General Dynamics d'un marché d'armement de 7 milliards de dollars, le plus gros marché d'armement à l'époque. Le secrétaire personnel de Johnson, Bobby Baker, était également inculpé et l'affaire menaçait de faire tomber Johnson lui-même. En raison de cette affaire, John Kennedy était déterminé à changer de vice-président pour sa campagne de réélection en 1964. Se trouvant à Dallas la veille de la visite fatidique du président, Richard Nixon en profita pour ébruiter la rumeur, comme le rapporta le Dallas Morning News du 22 novembre. Je cite, « Nixon prédit que JFK laissera tomber Johnson ». Fin de citation. Au lieu de cela, Johnson devint président le jour même. Beaucoup d'Américains ont soupçonné Johnson dès le premier jour, et plus encore après la publication en 1964 du livre de James Evett Halley, « A Texan Looks at Lyndon », le regard d'un Texan sur Lyndon. Un livre qui dresse de Johnson le portrait d'un homme d'une ambition dévorante et d'une corruption absolue. Selon un autre biographe, Robert Caro, Johnson avait pour le pouvoir, je cite, « une faim si sauvage et dévorante qu'aucune considération de moralité ou d'éthique, aucun prix pour lui-même ou pour les autres ne pouvait l'arrêter. » Fin de citation. Robert Kennedy lui-même soupçonnait Johnson, qu'il détestait au plus haut point. « Johnson ment tout le temps, disait-il. Je te le dis, il ment continuellement, surtout. Dans chaque conversation que j'ai avec lui, il ment. Il ment même quand il n'en a pas besoin. » Au fil des années a été réunie une somme considérable d'indices et de témoignages qui incriminent Johnson. La piste de Johnson n'est pas contradictoire avec celle d'Israël. Bien au contraire, les 2 pistes se croisent dans le personnage clé de Jack Ruby, alias Jacob Rubenstein, l'assassin d'Oswald. Lorsqu'il fut entendu par les enquêteurs de la commission Warren, Jack Ruby insista pour être conduit à Washington afin, je cite, « d'apporter la vérité au président » et pour être disculpé afin que mon peuple ne souffre pas à cause de ce que j'ai fait. Il disait craindre en effet que son geste soit exploité, je cite, « pour créer une fausse idée sur certaines personnes de confession juive ». Fin de citation. Mais il ajouta que cela pouvait être évité, je cite, « si notre président, Lyndon Johnson, apprenait la vérité de moi ». Par ces mots étranges, Ruby semble avoir voulu adresser à Johnson un message lourd de sous-entendus, qui semble contenir la menace de révéler l'implication d'Israël dans l'assassinat de Kennedy s'il n'était pas gracié par le nouveau président. Sans doute Ruby espérait-il que Johnson le sorte de prison. Tout comme en 1952, Johnson était parvenu à éviter la prison à son tueur Malcolm Wallace, pourtant reconnu coupable de meurtre au premier degré sur l'amant de la sœur de Johnson qui avait tenté de le faire chanter. Mais Johnson ne fit rien pour Ruby et celui-ci fut condamné à perpétuité. Sa déception explique pourquoi, en mars 1965, étant parvenu à donner une brève conférence de presse filmée depuis sa prison, Ruby incrimina Johnson à mots couverts.
Yes, I did when I mentioned about Adlai Stevens. If he was vice president, there would never have been an assassination of our beloved President Kennedy. Did you explain again? Well, the answer is the man in office now. La déposition de Ruby à la commission Warren fut obtenue et publiée par la journaliste Dorothy Kilgallen dans le New York Journal American du 18 et 20 août 1964. Kilgallen avait en outre interviewé Ruby durant son procès à Dallas, et elle se disait sur le point de dévoiler la véritable histoire. Elle fut retrouvée morte d'une overdose d'alcool et de barbiturique le 8 novembre 1965. Quant à Ruby, il fut mis à l'isolement et mourut en 1967, officiellement d'une embolie pulmonaire consécutive à un cancer foudroyant.